19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 5 mai 2020. 19h45 que nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile, à savoir Michael Zodi et Moudi Moussa, du mouvement Tournons la page TLP Niger et Moukela Halidou du Sinaseb également, secrétaire général adjoint du CNT, vont passer leur 48e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Walam, Kolo et Daikena dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous interpellés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Présentation ce matin dans les locaux de la police judiciaire de deux bandes de malfrats spécialisées en braquage à main armée et aussi à leur actif plusieurs assassinats à Niamey, à Dosso et à Koni. Le résumé de cette présentation, c'est avec Assoumou Seydou et Ibrahim Abdou. Ce sont deux bandes composées de plusieurs malfaiteurs et leur arsenal qui ont été présentés ce mardi par la police judiciaire. À leur actif, plusieurs opérations de vol et même de meurtre ici à Niamey et à l'intérieur du pays. Ces deux bandes ont été démantelées par la PJ au début de ce mois. La première bande, qui est composée essentiellement de Nigériens, est composée de 10 membres. Ou plutôt 10 membres ont été arrêtés dans la bande, puisqu'il est très difficile de dire le nombre de membres d'une bande. Ce sont des Nigériens, ils ont été arrêtés avec 4 pistolets automatiques. Parmi ces Nigériens, ce qui est grave, c'est qu'il y a même un mineur de 16 ans qui a été trouvé avec un PA. Cette bande a à son actif 4 vols qui ont été reconnus. Il y a un vol qui a été opéré à Komabangou, un autre à Tillabéri et 2 vols dans la ville de Niamey au niveau du quartier Antala. La deuxième bande qui est de loin la plus dangereuse, c'est une bande qui est composée essentiellement des ressortissants d'un pays voisin. Dans cette bande, il y a un Nigérien en réalité qui joue un rôle mineur puisqu'il sert d'agent de renseignement pour la bande et aussi il fait le guet quand il faut les opérations. Cette bande a reconnu 10 vols criminels. Parmi ces 10 vols, il y a 4 qui sont précédés ou suivis de meurtres. Je pense que ça fait l'actualité dans ce pays. Et ces 10 vols, en réalité, ont été commis dans un espace de temps relativement bref, puisque c'est les mois de février, fin février, mars et avril 2020. Les premiers vols avec mort d'homme, ils l'ont commis à Dosso dans la nuit du 24 au 25 février 2020. À l'occasion de cette attaque, le fils d'un célèbre marabout de Dosso a été abattu par balle. Je pense que ça fait l'actualité de ce pays. Et le lendemain, dans la nuit du 26 au 27, ils se sont transportés à Niamey pour attaquer mortellement un garde. Donc un agent de la garde nationale a été abattu par balle. Un garde qui était à service au domicile des membres de la Hatsia. Ils l'ont abattu et ils se sont emparés de service AK-47. Un peu moins de 2 semaines après, en début mars, dans la nuit du 7 au 8, cette même bande a fait une opération à Koni qui a fait aussi l'actualité. Donc ils ont attaqué des monnayeurs avec 4 armes à feu, dont la AK-47 qui a été prise après avoir abattu le garde. Donc ils ont pris une importante somme d'argent. À cette occasion aussi, il y a une personne, un pilote taxi-moto, qui a trouvé la mort. Quelque temps après, la même bande est revenue à Niamey, où cette fois-ci, ils sont allés attaquer une alimentation dans le quartier Bassora. À cette occasion, ils ont tué le gardien de l'alimentation qui refusait de leur remettre les clés.
Cette fois-ci, ils l'ont poignardé, ce n'était pas avec une arme à feu. Le procureur de la République adjoint a salué et félicité la police judiciaire pour cette prouesse. Féliciter et encourager la direction de la police judiciaire pour le travail important qu'ils sont en train d'abattre dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, que ce soit à Niamey même ou à l'intérieur du pays. Tout ce travail qui a été fait, le premier bénéficiaire, c'est les populations, puisque c'est des bandes qui nous empêchent de dormir tranquillement ou bien qui nous endeuillent, puisque nous perdons des membres de notre famille. La police, malgré le travail important qu'ils sont en train de faire et les résultats vraiment palpables qui sont obtenus, ils ont quand même besoin du soutien des populations. Et le premier soutien, c'est le renseignement. Il faut que les gens donnent le renseignement à la police chaque fois qu'ils ont une information sur une bande criminelle. La police appelle une fois de plus la population à une collaboration pour mener à bien sa mission. Enfin, le procureur de la République a tenu à féliciter particulièrement l'équipe d'investigation qui a su mettre la main sur ces individus en général et l'officier de police Souley Amadou Garba en particulier. La communauté internationale a célébré le 3 mai dernier la liberté de la presse, à occasion pour les acteurs concernés de faire le point sur l'état de cette liberté au Niger ainsi que d'autres questions y afférentes. Suivant à ce sujet l'analyse de Ousseini Issa, il est journaliste ici au Niger. Le tout n'est pas en réalité d'exercer le média dans des conditions, comment je veux dire, de protection, c'est-à-dire que le journaliste soit protégé, qu'il n'y ait pas d'atteinte à son intégrité, qu'il ne soit pas menacé. Ça existe dans notre pays, on s'est dit, il y a une des relatives libertés. Mais je me dis, ça ne suffit pas. Pour dire qu'il y a une liberté de la presse, c'est qu'il faut créer aussi les conditions, et ça se rejoint, il faut créer les conditions pour que les médias soient viables. Parce que c'est ça qui va permettre de renforcer la liberté de la presse. Quand les médias ne sont pas viables, à quoi on va assister? À des médias mercenaires. Et là, l'éthique et la déontologie prennent un sérieux coup. C'est pour ça que, quand on parle de liberté de presse, il ne faut pas la réduire à sa portion congrue, c'est-à-dire que les journalistes peuvent écrire ce qu'ils veulent, ils peuvent, ils ne sont pas inquiétés dans l'exercice de leur profession. Mais ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que les journalistes doivent être dans les conditions pour exercer dans le respect de l'éthique et la déontologie de la profession. C'est un journaliste qui n'a pas un salaire qui puisse lui permettre de faire face à ses charges quotidiennes. Bien évidemment, il ne peut pas avoir l'esprit, comment vais-je dire, tranquille pour faire un travail honnête. Il peut être facilement manipulable. Et c'est pour ça que la convention collective qui a existé bien avant au Niger, par exemple au Sénégal, aujourd'hui les journalistes ont même abandonné cette notion de convention collective, c'est des négociations individuelles, promoteurs, journalistes. Mais ici au Niger, on n'a pas encore jusqu'ici, on n'est pas encore parvenu à mettre ça en œuvre. Et les promoteurs disent qu'ils sont d'accord. Ils sont d'accord pour voir les conditions d'embauche, de traitement des journalistes. Mais la condition qu'ils formulent, c'est que la publicité soit, en tout cas, répartie au niveau des médias de manière équitable. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que les médias privés souffrent énormément de manque de publicité. Et alors que la publicité constitue une source importante de recettes pour les dits médias. Et les promoteurs posent le problème en ces termes. Si l'État veut que la convention collective soit mise en œuvre, il faut qu'il crée les conditions pour que la publicité soit accessible aussi aux médias privés. Et je trouve que c'est tout à fait logique. Lancement ce matin au 4e arrondissement communal de Niamey d'une opération de distribution gratuite ciblée des vivres par la cellule crise alimentaire CCA au compte de la région de Niamey. C'était en présence de plusieurs partenaires techniques et financiers, nous rapporte Hamza Sakou sur les images de Chebou Guissou.
C'est dans le cadre de la mise en œuvre du plan de soutien 2020 aux populations vulnérables, surtout dans ce contexte de la pandémie du coronavirus, que l'État du Niger, à travers la cellule crise alimentaire, fait une distribution gratuite ciblée des vivres. Ainsi, cette cérémonie marque le lancement de l'opération d'assistance alimentaire appuyée par les partenaires techniques et financiers. Il s'agit de plus de 2,7 millions de Nigériennes et Nigériens qui nécessitent un appui urgent sur le plan alimentaire et nutritionnel. Donc, en tant que partenaire, nous nous réjouissons de la réaction rapide du dispositif dans ce contexte pour fournir l'assistance alimentaire la plus appropriée. Je souhaiterais aussi féliciter tous nos partenaires internationaux qui sont au nombre de 14 et en tant que chef de file, en tant que leur chef de file, il me semble important de mentionner aussi notre unité en appui aux autorités et pour mobiliser rapidement des ressources et dans le cas échéant pour réallouer et réorienter nos programmes. Je souhaite également, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, vous assurer de l'appui continu des partenaires pour appuyer l'État nigérien à répondre aux besoins des populations. Et il y a bien sûr tout l'aspect de la crise alimentaire, mais aussi la crise sanitaire et la crise sécuritaire, ainsi que la crise économique, dans laquelle nous nous tenons aux côtés de nos partenaires pour des meilleurs résultats et pour le bien-être des populations. Pour sa part, le gouverneur de la région de Niamey a tenu à faire le point des vivres mis à la disposition de ces populations de son entité administrative. L'État a mis à la disposition de la région de Niamey 3288 tonnes de céréales pour la première phase, permettant de soutenir 32 857 ménages, soit une population de 230 000 habitants, à point de pouvoir traverser la période de soudure et atténuer les effets liés à la pandémie du Covid-19. La répartition de cet appui se présente comme suit. Arrondissement communal 1, 308 tonnes pour 3080 ménages. Arrondissement communal 2, 363 tonnes pour 3621 ménages. Arrondissement communal 3, 240 tonnes pour 2393 ménages. Arrondissement communal 4, 403 tonnes pour 4025 ménages. Arrondissement communal 5, 194 tonnes pour 1940 ménages. Groupe spécifique, 1780 tonnes pour 17 788 ménages. Ces populations de Sagagourou saluent les efforts des autorités nigériennes pour répondre à ce défi majeur de crise alimentaire. À l'instar des autres pays du monde entier, le Niger célèbre au séjour la journée internationale de la sage-femme. C'est sous le thème « L'année de la sage-femme » que cette journée est célébrée dans un contexte lié à la pandémie au Covid-19. Ismaël Moumouni et Boubacar Souley. Professionnels de santé qui assurent la surveillance et le suivi de la grossesse jusqu'à terme, la sage-femme joue un rôle important dans la société. Cette année, les sages-femmes célèbrent leur journée dans un contexte particulier. Comme pour la première fois, les sages-femmes ne se réunissent pas pour commémorer donc, cette journée. Et confinement oblige. Donc, tout compte fait, la journée est vraiment commémorée à travers le monde entier dans le même contexte. La commémoration de cette journée, même du 5 mai, elle se fait pour qu'on puisse vraiment connaître le métier de sage-femme. Donc la blouse rose, pourquoi elle a été attribuée à la sage-femme? C'est pour que chaque nouveau-né qui naît soit de couleur rose. Donc dès qu'il y a une couleur rose, c'est une couleur d'espoir. Et le premier cri du bébé, donc c'est ça qui redonne la coloration rose au bébé. Et c'est pour cela qu'on a attribué cette blouse à la sage-femme pour qu'il n'y ait pas de problème pendant l'accouchement. Donc elle doit s'impliquer du début de la grossesse jusqu'à la fin
et de l'accouchement pour vraiment apporter cette joie au niveau de la famille, au niveau des communautés. La présidente de l'association des sages-femmes du Niger n'a pas manqué également d'adresser des conseils. Les sages-femmes, elles vaquent vraiment à leurs occupations tout en respectant les mesures édictées par nos autorités pour vraiment limiter cette propagation du Covid-19. Et elles continuent surtout à sensibiliser les femmes et à sensibiliser vraiment les ménages pour qu'on puisse vraiment appliquer les différentes mesures. L'attente vis-à-vis de nos patients, c'est de respecter partout où elles sont, que ce soit à la maison, que ce soit au niveau des formations sanitaires. C'est vraiment de respecter les mesures, parce que quand vous venez par exemple dans une formation sanitaire, dès l'entrée ici au niveau de la maternité, c'est vraiment exigé à ce que tout le monde porte d'abord le masque de protection. Et on a même disposé les masques à l'entrée au niveau de la maternité, et il y a le dispositif de lavage des mains qui est là. Donc c'est de respecter vraiment ces mesures, éviter de toucher, vraiment respecter, et dès qu'il y a l'apparition des signes, c'est d'appeler les différents numéros qui ont été mis à la disposition de la population, le numéro 15 et le numéro 180, pour être vraiment pris en charge. Pour rappel, c'est en 1990 au Japon, lors du congrès de la Confédération internationale des sages-femmes, que la journée internationale a été instituée. Cette journée célébrée pour la première fois le 5 mai 1991. Les jeunes de Goudel ont rendu public cet après-midi une déclaration. Dans celle-ci, les signataires ont d'abord condamné les événements survenus le vendredi 17 avril dernier, où des échauffourées ont opposé les forces de l'ordre à la population de Goudel. Une manifestation soldée par des dégâts importants et des interpellations. Dans la déclaration, les jeunes de Goudel exigent la libération des personnes arrêtées et une enquête pour faire la lumière sur ces événements. Le vendredi 17 avril 2020, aux premières heures de la matinée, les habitants de Goudel ont assisté à un déploiement massif des FDS. Une douzaine de véhicules positionnés aux entrées du village et autour de la grande mosquée. Alors même que, depuis l'annonce des mesures prises contre la propagation du Covid-19, c'est tout au plus 2 à 3 véhicules de FDS qui sillonnent chaque quartier et village de la région de Niamey pour vérifier l'effectivité du respect des 10 mesures. Pourquoi donc cette mobilisation particulière et provocatrice de ce jour et sur le seul village de Goudel? Sachant que cela est arrivé 2 jours après les menaces et propos indécents du gouverneur de la région de Niamey sur les paisibles citoyens de la dite région, il y a de quoi penser qu'il s'agit d'une action de règlement de compte planifiée. Le pas est donc facile à franchir. Mieux, les FDS s'en sont pris à la population qui vaquait paisiblement à ses occupations vers 9 h. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'un maintien de l'ordre qui n'est nullement troublé, mais plutôt d'une agression préméditée dont seuls les FDS et leur hiérarchie, au rang desquels le gouverneur de la région de Niamey, le sieur Issaka Hassan Karanta, connaissait la motivation réelle. Nous sommes d'ailleurs confortés dans cette position d'acte programmé quand on voit comment la barbarie avec laquelle les FDS ont conduit cette opération de vandalisme. C'est ainsi que des domiciles ont été violés, au vu et au su de tout le monde. Des jeunes ont été torturés. Des tirs tendus de gaz lacrymogène sur les domiciles privés, mettant ainsi la vie
de nombreux vieillards et enfants en danger. L'incendie du marché, des concessions, des boutiques est occasionné par des jets intentionnels et délibérés de bombes lacrymogènes fortement incendiaires. Faut-il préciser qu'au sortir de cette agression, qui a duré de 9h à 17h, qu'aucun jeune n'a détruit un bien public ou privé. Par contre, les FDS, dans leur action de vandalisme prémédité, ont commis d'importants dégâts matériels. Le pillage de plusieurs boutiques et plusieurs arrestations ciblées. Au vu de tout ce qui précède, nous, jeunes du village de Goudel, apportons notre soutien sans condition à tous les frères arbitrairement séquestrés depuis le 17 avril 2020. Exigeons leur libération sans condition et dans un bref délai. Apportons également notre soutien moral à tous ceux qui ont été victimes de dégâts matériels. Exigeons une réparation de tous les dégâts occasionnés par les FDS. Exigeons l'ouverture d'une enquête approfondie sur le comportement indigne des FDS. Demandons à la Commission nationale des droits humains de s'enquérir des conditions dans lesquelles nos frères sont détenus, puisque depuis leur arrestation, nous n'avons aucune nouvelle d'eux. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.